Il était Otto Scorsese, probablement l'une des personnes les plus intéressantes du XXe siècle. Au cours de sa longue carrière militaire, il a servi le Troisième Reich allemand, où il aurait sauvé Mussolini lors d'une incursion épique en Italie. Il serait également un espion dangereux et deviendrait plus tard un homme d'affaires célèbre en Espagne. Il a même par la suite servi l'Égypte, l'Argentine et finalement le Mossad israélien. Il accomplit plusieurs missions incroyables dans le style de Rambo, sans abandonner son idéologie, le visage coupé. On l'appelait, c'était l'homme d'action préféré de Hitler, et à juste titre, ce n'était pas un général qui buvait du vin pendant que ses hommes se battaient. Il était un homme de première ligne qui, comme peu dans l'histoire, a réussi à bouger le monde entier. Dans cette vidéo, nous verrons l'histoire de ce personnage historique très intéressant du XXe siècle, révélant l'histoire de l'homme surnommé par les services de renseignement britanniques et américains comme l'homme le plus dangereux de toute l'Europe. Installez-vous confortablement, je suis Kevin Aguilar et bienvenue au Guns Club. Otto Skorzeny était né au sein d'une famille autrichienne de classe moyenne à Vienne, le 12 juin 1908, qui, comme c'était courant à cette époque, avait une longue histoire militaire. La famille d'Otto finirait par subir les représailles de la défaite de l'Empire allemand lors de la Première Guerre mondiale. Cependant, malgré la profonde crise économique, Skorzeny réussirait à survivre grâce à la Croix-Rouge. Même en étant un jeune adulte, il réussirait à aller à l'université de Vienne pour étudier l'ingénierie. Là-bas, il a rejoint une fraternité de mensures, qui était essentiellement un groupe d'escrime, où l'objectif était d'obtenir ces cicatrices si proéminentes. Là-bas, Skorzeny obtiendrait sa cicatrice caractéristique de mensure, qu'il porterait fièrement toute sa vie. Avec les vents fascistes qui se rapprochent de l'Allemagne et de l'Autriche, notre protagoniste finirait par rejoindre le Parti socialiste autrichien, où avec un pur charisme, il parviendrait à obtenir beaucoup d'influence. Tellement qu'il a participé à l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne en mars 1938. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Skorzeny voulait aider la nation, alors il a décidé de rejoindre la Luftwaffe pour devenir pilote. Malheureusement, mesurant 1,92 m, il était trop grand pour entrer dans un cockpit de chasse. Il a donc été relégué à des tâches au sol. Pour servir dans les SS, il a servi dans la première division Leichstandart, puis a été envoyé à la deuxième division des SS Das Reich. En 1940, où il participerait aux campagnes sur les Pays-Bas, la Belgique et les Ardennes, il combattrait ensuite dans les Balkans et contre les Soviétiques en 1941. Scorsese gagnerait la Croix de Fer pour son excellente performance en tant que combattant dans ces batailles. Cependant, notre protagoniste finirait par tomber gravement malade et serait envoyé en Allemagne, où il serait promu colonel de la CSS, et en tant que chef de commando, il serait chargé de former des troupes d'élite. Grâce à sa vaste expérience en tant que combattant, il y resta pendant des mois, jusqu'à ce qu'une lettre lui parvienne, le 13 septembre 1943, avec une nouvelle qui changerait sa vie pour toujours. Scorsese avait été choisi pour exécuter une mission extrêmement dangereuse en Italie, l'objectif étant de sauver Mussolini. Notre protagoniste a été invité à la tanière du loup, où il serait reçu par le leader allemand lui-même. Il lui dirait que Mussolini n'avait pas donné de nouvelles depuis des semaines, et qu'il pensait qu'il avait été arrêté. À ce moment-là, la Sicile avait été prise par les Alliés. Par conséquent, le Grand Conseil fasciste, dirigé par le général Badoglio, a orchestré un coup d'État pour conclure un armistice avec les Alliés et éviter qu'ils ne prennent l'île de l'Italie continentale. La mission de Scorsese était donc de s'infiltrer en territoire rebelle et de sauver Mussolini. Le problème ? Il ne savait pas exactement où se trouvait cet homme. Pour commencer, il fallait s'installer en Italie afin de trouver plus d'indices sur la localisation de Mussolini. Il partirait donc pour l'Italie avec plusieurs Heinkel HE 111. Cependant, à peine entré en Italie, il serait intercepté par des chasseurs britanniques et serait abattu en Italie. Scorsese serait blessé suite à l'abattage. Badoglio aurait-il donné une fausse information sur la localisation de Mussolini ? Néanmoins, Scorsese a su localiser précisément cet individu. Il était au Gran Sasso, précisément à l'hôtel Campo Imperator, au sommet le plus élevé des Apennins. Les gardiens de Mussolini avaient l'ordre de l'exécuter à la première tentative d'évasion ou de sauvetage. La topographie était vraiment compliquée. Mais Scorsese, accompagné d'un groupe de parachutistes d'élite en planeur, arriverait à l'hôtel. Les gardiens de Mussolini se sont simplement rendus en se voyant entourés par une équipe d'élite. Ils ont pris Mussolini et l'ont monté dans un petit avion Scorch, qui a à peine pu décoller à cause du poids.
De cette façon, ils ont réussi de manière miraculeuse à sauver Mussolini en territoire ennemi. Hitler était extrêmement reconnaissant envers Scorsese. Mussolini finirait par être le leader symbolique d'une Italie marionnette de l'Allemagne. Et plus tard, lorsque celle-ci a été envahie par les Alliés, il finirait par être fusillé par des mains italiennes. La guerre suivait son cours. Scorsese obtiendrait la croix de chevalier pour son grand exploit en Italie. Peu après, le 10 septembre 1943, il serait à nouveau appelé à la tanière du loup. Avant cela, il avait participé à plusieurs autres missions de nature similaire. Comme en Yougoslavie, où ils ont tenté de capturer le leader du parti communiste, Josip Broz Tito, échouant, mais impressionnant toujours les hauts rangs par les méthodes avant-gardistes qu'ils utilisaient dans la tanière du loup. Encore une fois, le leader suprême allemand lui donnerait une autre mission, capturer vivant ou non le régent de Hongrie, l'Armilan Miklos Horthy, qui voulait rendre la nation aux soviétiques. Skorjany devait prendre Burbank, la colline où résidait Horthy. Une fois à Budapest, les hommes de Skorjany ont découvert qu'à un hôtel, le fils de Horthy rencontrerait Tito. Pour négocier la reddition, Scorsese arrêterait le fils de Horthy. Ce dernier révélerait que son père annoncerait la reddition à la radio cet après-midi même. Le protagoniste assiégerait la colline, prenant le fils de Horthy en otage, choquant toute la nation. Des véhicules blindés allemands ont éliminé toute résistance sur la colline, et l'équipe de Scorsese n'a subi que 4 pertes. Horthy, récemment capturé, a été emmené en Allemagne, où il finirait par être remplacé par quelqu'un de plus favorable aux intérêts allemands. Et il a été exilé au Portugal, où il passerait ses derniers jours en paix. Le Scorsese de 1944 avait maintenant beaucoup d'influence sur le haut commandement. Il serait présent à Berlin lorsque l'opération Valkyrie a commencé, lorsque l'attentat contre le leader allemand suprême a été fomenté. Cela a été clé pour stopper la rébellion, qui a duré 36 heures et, en réalité, de nombreuses années après le conflit. Il parlerait très mal du général qui a fomenté cette rébellion en Allemagne, disant qu'il était le plus grand traître de la nation. Dans la dernière opération majeure qu'il a dirigée, l'opération Grave s'est faite passer pour une entreprise américaine. Bien que cela puisse paraître cinématographique, avec des jeeps et même un Sherman capturé, 80 soldats allemands qui parlaient parfaitement anglais composaient cette compagnie. L'objectif était de pénétrer les lignes ennemies qui attaquaient depuis la forêt des Ardennes. Ainsi, ils pourraient ouvrir la voie à une brigade de 3500 soldats et stopper l'offensive dans la région. L'opération a été un grand succès. Au début, ceux-ci se sont mêlés aux Américains et ont réussi à ouvrir de grandes brèches dans leur défense, en utilisant uniquement l'arme de la confusion. Mais rapidement, les Américains ont découvert le plan et ont réussi à capturer une grande partie de ces soldats espions, les fusillant pour espionnage. Durant l'opération, Scorzeny a été sérieusement blessé par des éclats d'obus et envoyé à Berlin pour récupérer. À partir de ce point, Scorzeny serait témoin de la chute vertigineuse de l'Allemagne aux mains des Alliés, après une petite offensive contre les Soviétiques. Avec 15 000 hommes, principalement des adolescents et des personnes âgées, il a été envoyé pour une mission cruciale, dont l'objectif était de faire sauter le pont sur le Rhin, récemment capturé par les Alliés, afin d'arrêter définitivement l'avancée alliée. Cependant, l'opération a été un fiasco total, plongeant l'Allemagne dans un chaos absolu. Il apprendrait plus tard que sa ville natale, Vienne, la ville où résidait sa famille, avait été prise par les Alliés. En allant là-bas pour voir le sort de sa famille, il a appris le pire. Sa famille avait été victime du feu de l'artillerie. Désillusionné, il finit par se rendre aux Américains, le 18 mai 1945. Après la chute de l'Allemagne, Scorzeny a passé 2 ans dans différents centres de prisonniers de guerre, à Nuremberg. Le parquet a exagéré tous ces crimes, où en fait ils étaient vraiment minimes, car ses missions étaient principalement contre les insurgés à l'intérieur du même empire. Il a été accusé de quelques crimes dont il était innocent. Et finalement, il a été accusé d'essayer de tuer Eisenhower sans aucune preuve, il a donc simplement été libéré sans plus. Une fois libre, il s'est échappé d'Allemagne pour l'Espagne, l'un des rares pays pouvant accepter son idéologie. En 2 jours, il s'installerait finalement à Madrid. En tant que héros allemand, il a été accueilli chaleureusement, ce qui lui a permis d'avoir une grande influence et de travailler comme ingénieur dans de nombreuses entreprises gouvernementales. Ayant autant de pouvoir, il a été un important promoteur d'Odessa.
Un programme pour aider les anciens membres de la CSS à être envoyés dans des pays latins comme le Paraguay ou l'Argentine. Ensuite, il créerait un groupe paramilitaire anticommuniste en Espagne pour éliminer toute tendance communiste dans son pays. 2 ans plus tard, il travaillerait pour le Mossad israélien. Il s'est infiltré dans un groupe de scientifiques allemands qui travaillaient en Égypte pour créer des missiles pour attaquer la nation qu'il a embauchée. Ainsi, il pouvait leur donner de nombreuses informations utiles. Malgré son idéologie, il a accepté en échange de l'immunité parlementaire. Par la suite, il a travaillé dans un autre pays, qui lui était sympathique, l'Argentine. Mais cette fois, en tant que garde du corps d'Eva Perón, et a finalement travaillé au Caire en tant que conseiller du président. Naître, et ainsi passèrent les années. Dans les années 70, il avait déjà réussi dans les affaires, et possédait du pouvoir dans plusieurs empires naissants. Cependant, il finirait par perdre la bataille contre le cancer du poumon, le 7 juillet 1975, à cause de son goût pour fumer. Et c'est la fin de l'histoire de l'homme le plus dangereux de toute l'Europe. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez probablement l'histoire du canonnier pour lequel le même leader allemand a mis une récompense pour sa capture. Je vous recommande vivement de le regarder. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Au revoir.